On est très heureux ce soir d'accueillir nos trois conférenciers dans le cadre du cycle Dickens sur les chemins vers une autre économie. C'est la deuxième conférence sur ce thème, la première a eu lieu en janvier. Et vous avez le programme complet du cycle sur la table d'accueil. Si vous voulez voir un petit peu les prochaines conférences, il y en aura une par mois durant toute l'année sur ce thème des chemins vers une autre économie. Peut-être en deux mots, l'espace Dickens, donc c'est un projet associatif qui a pour but d'organiser des événements comme celui-ci et aussi de mettre à disposition les salles de cet espace pour des organisations de la société civile locale. Vous avez toutes les informations sur espacedickens.ch. Voilà. Donc ce soir, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, ou en tout cas la majorité d'entre nous dans les pays européen, c'est la filière électronique. Et pour parler de ce sujet, on a trois intervenants. Donc Yvan Maillard, qui vient de Pain pour le prochain, qui va commencer par une courte présentation sur les impacts sociaux des objets électroniques. Et puis, nous avons aussi Sylvain Ly et Christophe Alliot de l'organisation Le Basique, qui est basé à Paris et qui réalise des rapports, des petites vidéos et beaucoup de matériel sur les faces cachées des différentes filières. Vous pouvez aussi, sur la table d'accueil, trouver de la documentation sur le travail de Pain pour le prochain et sur le travail du Basique. Donc le Basique va suivre en présentant aussi un petit peu leur travail sur la question des filières électroniques. Et puis, Yvan Maillard aura le dernier mot. Donc voilà, on va avoir ces trois présentations qui se succèdent un peu en sandwich. Après ça, on aura un moment d'échange où vous pourrez poser des questions et lancer le débat. Et on finira la soirée autour d'un apéritif qui se déroulera juste à côté. Voilà, mais je crois que vous êtes déjà un peu habitués au format Dickens, ceux qui sont là. Et puis, avant de passer la parole aux conférenciers, je voulais vous parler d'une initiative qui a été lancée par la ville de Lausanne, qui est aussi partenaire de l'espace Dickens, qui s'appelle lausannerépare.ch et qui en fait est tout à fait sur le thème qu'on va traiter ce soir. Donc, lausannerépare.ch, c'est une plateforme qui répertorie les acteurs de la réparation sur Lausanne et environ. Et ces acteurs sont classés sous 9 catégories. Il y a notamment les objets électroniques, les objets informatiques, l'électroménager, les vêtements, les chaussures, les accessoires, enfin beaucoup de choses qu'on retrouve dans nos maisons. Il y a également un argumentaire, pourquoi il vaut mieux réparer que jeter. Bon, ça je pense que vous en êtes déjà tous un peu convaincus. Mais il y a aussi des informations sur les Repair Cafés, qui est un peu une manière aussi de rentrer en contact avec des organisations qui sont dans la réparation. Et puis, pour ceux qui n'arrivent pas à réparer malgré tout ça, il y a aussi des conseils pour des achats durables. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui des fois ne se réparent plus. Donc là, on peut trouver des fournisseurs qui permettent d'acheter des objets qui, par exemple, se réparent mieux que d'autres. Voilà, je vais laisser la parole à Yvan Maillard pour cette soirée. Et merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation et l'introduction. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, mon nom est Yvan Maillard Ardenti. Et je travaille pour l'organisation Pain pour le prochain, qui est une fondation qui travaille dans la politique de développement pour les églises protestantes suisses. Et je représente en même temps Action de Carême, qui est en fait notre pendant catholique. Et en fait, la plupart des campagnes et des actions que l'on fait, on les fait justement ensemble, donc de manière écuménique, comme on dit dans le jargon. Ce soir, j'aimerais vous parler des objets électroniques et des impacts sociaux. Donc, ce sont surtout différentes informations que l'on a réussi à collecter grâce au partenariat que l'on a avec des organisations partenaires au Sud. On travaille spécialement beaucoup avec des pays africains, notamment en RDC, en Afrique du Sud, des pays qui sont des pays miniers. Et on travaille aussi avec plusieurs organisations partenaires en Chine
où il y a justement les grandes usines d'assemblage et de production de ces objets électroniques. Donc c'est grâce à ces partenariats-là qu'on arrive à obtenir des informations à partir de recherches de terrain que des spécialistes et des gens qui vivent dans ces pays et qui connaissent les situations peuvent faire. Alors je vous propose une présentation en fait en trois parties. Là, dans la première, avant nos collègues du BASIC, je vais parler de l'extraction des matières premières et de la fabrication en Asie. Et ensuite, on va entendre la contribution du BASIC. Et j'aimerais terminer après dans la dernière partie sur les moyens d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen? Que peut-on faire au niveau politique? Commençons alors avec l'extraction des matières premières. Là, j'ai pris un exemple d'un métal, le coltan, que l'on trouve dans les smartphones et dans les ordinateurs. Et puis, ce coltan est principalement extrait en République démocratique du Congo, où, comme vous le voyez ici, il y a en fait de grands problèmes où beaucoup d'adolescents et d'enfants travaillent dans ces mines. Le deuxième problème qui est aussi très, on va dire, important, c'est le fait que certaines mines sont contrôlées par des groupes rebelles qui leur permettent de financer leurs activités militaires et aussi de financer différentes exactions auprès de la population locale. Et comme vous pouvez l'imaginer, là on le voit que ce sont en fait des mineurs artisanaux qui travaillent dans des mines artisanales. Et les conditions de travail sont on va dire très mauvaises au niveau de la santé et sécurité. Imaginez que des produits chimiques sont utilisés de manière, on va dire, incontrôlée. Les gens sont à pieds nus, à mains nues dans ces liquides. Quand il y a des tunnels qui sont creusés justement pour aller chercher des minerais, il y a le risque que ces tunnels s'effondrent et donc que les gens restent bloqués et meurent à l'intérieur de ces tunnels. Bien sûr, la question des salaires, c'est aussi une question importante puisque ces mineurs artisanaux gagnent, on va dire, des salaires extrêmement bas, notamment bien sûr dans les mines qui sont contrôlées par des groupes rebelles où la majeure partie en fait des profits et des revenus de ces mines revient aux groupes rebelles. Voilà, ici, si vous regardez là, cette image de l'extraction du tantal en RDC, donc sans aucune protection et de manière très artisanale en utilisant des pelles, des bidons pour laver le minerai. Là, c'est justement pour montrer que des militaires qui sont ce n'est pas l'armée régulière de la République démocratique du Congo, mais justement des groupes rebelles qui combattent l'armée régulière, qui contrôlent ces mines artisanales. Et puis l'autre difficulté aussi, c'est que ces mines utilisent beaucoup de sol, utilisent de grandes surfaces, et ce sont justement des terres arables qui ne sont pas disponibles pour la population. Et la population, les agriculteurs qui vivaient sur ces terres sont expulsés. Celles qui vivent encore autour des mines ont le risque de voir leurs terres qui sont polluées. Et donc on a une diminution des terres disponibles et par là même justement aussi une diminution de la production alimentaire. Et donc là, j'arrive à la conclusion, en fait on ne peut pas manger le coltan. Ici vous voyez une image qu'on avait reçue de notre agence de com il y a quelques années finalement, et qu'on a recalée parce qu'on la trouvait trop choquante, mais je la montre quand même dans cette présentation. C'était en fait pour montrer, lors d'une campagne qu'on a fait justement sur l'extraction minière, que les mines ont un impact sur la production alimentaire et qu'on ne peut pas manger du coltan pour survivre. Finalement, on avait décidé d'utiliser pour nos campagnes d'affichage une photo qui était plus, on va dire, plus neutre et moins choquante. Un autre exemple aussi, ça c'est quelque chose que l'on fait depuis 5 ans maintenant, c'est le suivi des entreprises suisses dans les pays du Sud, et notamment on suit une grosse entreprise qui est en fait la deuxième plus grosse entreprise au niveau suisse, qui est Glencore, et qui a plusieurs mines
et plusieurs entreprises en République démocratique du Congo. Si vous voyez ici, on est en fait dans le sud de la RDC, dans une province qui s'appelle le Katanga, et ce sont surtout des mines de cuivre et de cobalt que l'on va trouver dans cette région-là. Il y a quelques années, on avait une équipe de recherche qui est descendue sur place pour voir quels étaient les problèmes aux alentours de ces mines, et on s'est rendu compte que Glencore, bien que l'entreprise ait des mines industrielles avec des employés qui soient payés de manière officielle, Glencore en fait profitait de minerais qui étaient extraits par des mineurs artisanaux. Donc là, vous voyez sur ces images en fait des mineurs artisanaux qui vont sur des terrains qui appartiennent à Glencore et qui vont extraire quasiment à la main avec des outils rudimentaires des minerais de cuivre ou de cobalt qu'ils entassent après dans des sacs. Ces sacs sont ensuite vendus à des hommes de main, et on a pu en fait retracer que ces sacs finissaient dans l'usine Glencore. Donc Glencore rachetait des sacs qui avaient été extraits par des mineurs artisanaux et par de nombreux adolescents. Donc là, on a pu justement démontrer qu'il y avait un gros problème de travail des enfants. Un autre problème très important, c'est la pollution de l'eau aux alentours des usines de Glencore. Là, c'est encore une fois nos chercheurs qui ont fait un prélèvement en fait d'eau juste à la sortie des effluents de la mine. Comme vous voyez ici, l'eau est extrêmement brune, mais ça, c'est pas encore pas trop grave, mais le problème, c'est que cette eau est très acide et contient de nombreux métaux lourds. Donc elle est très polluée. Et on a envoyé en fait un journaliste de la BBC, on lui a donné toutes les informations pour qu'il aille faire exactement les mêmes prélèvements d'eau. Et puis il a réussi à surprendre le directeur de Glencore, qui s'appelle Ivan Glasenberg, durant une interview filmée, en lui disant, il a sorti la bouteille, et alors monsieur Glasenberg, est-ce que vous laveriez les mains avec cette bouteille-là, avec cette eau qui provient de vos effluents de votre entreprise? Et là, effectivement, monsieur Glasenberg a été surpris durant l'interview, mais comme il est rompu à ce genre d'exercice, il a réussi à trouver une réponse. Ah, mais on a mis en place maintenant une station d'épuration. Effectivement, je suis au courant de ce problème. C'était il y a quelques semaines, mais maintenant une station d'épuration fonctionne et tout est sous contrôle. Quand on est retourné l'année suivante, on a constaté qu'il y avait toujours au même endroit les effluents qui sortaient sans être traités. Donc, on s'est rendu compte qu'au-delà des paroles, la situation n'avait pas changé. L'autre problème, c'est que, comme vous le savez certainement, quand on creuse des mines industrielles, il faut des explosifs. Ces explosifs, bien sûr, vont faire exploser la roche pour qu'on puisse atteindre des minerais plus profondément, mais le problème, c'est qu'ils provoquent des secousses qui vont ensuite secouer tout ce qui se trouve autour de la mine, notamment s'il y a des villages près de la mine, on va avoir après des maisons qui sont fissurées et qui risquent de s'écrouler. L'autre problème aussi, c'est le passage des camions. C'est un va-et-vient incessant de camions qui transportent des minerais ou des produits semi-finis et qui provoquent une poussière terrible, notamment durant la saison sèche. Et puis, bien sûr, avec la poussière qui peut être soufflée en direction d'habitations qui sont proches des mines. L'autre problème qui découle justement de cette pollution que je vous ai montré tout à l'heure avec cette bouteille, c'est que l'eau potable est en fait, il n'y a pas assez d'eau potable pour les villes qui sont autour de ces mines, puisque auparavant ces villages pouvaient utiliser l'eau de la rivière qui coulait, mais comme cette rivière est maintenant polluée, les gens ont beaucoup de peine à trouver suffisamment d'eau dans des puits ou dans des châteaux d'eau. Et bien que l'entreprise ait promis de mettre en place un système d'approvisionnement en eau, c'est toujours pas le cas, et les gens doivent faire des files interminables devant des petits puits pour obtenir un peu d'eau. Voilà, donc ça c'était quelques exemples de l'extraction à l'exemple de la RDC. Maintenant, j'aimerais faire un petit saut dans le géographique. On va suivre en fait ces matières premières pour aller à l'étape suivante, qui est l'étape de la production en Asie, la production de
objets électroniques, qu'ils soient smartphones ou ordinateurs. Donc là, si vous voyez ici, là, on a un exemple de la supply chain, de la chaîne de fournisseurs de HP, Hewlett-Packard. Et en fait, les 3/4 des produits qui sont fabriqués en Asie. Quels sont les problèmes? Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des problèmes de travail forcé avec des retenues sur les salaires ou les passeports, les documents d'identité qui sont retenus par l'employeur. Les employés ont par exemple l'interdiction de quitter l'enceinte de l'usine. Il y a, au niveau du travail des enfants, au niveau de la production en Asie, ou surtout, enfin, on va dire en Chine, c'est un problème qui est peu répandu, heureusement. Par contre, on a d'autres problèmes au niveau de la non-discrimination. Quand, par exemple, des femmes tombent enceintes, elles ont de grandes chances de se faire licencier. Et puis, comme vous le savez, en Chine, les syndicats on va dire indépendants ne sont pas reconnus, et donc il y a un manque de liberté d'association. Les horaires aussi, c'est un grand problème, puisque durant les périodes de pic où les fournisseurs doivent produire un maximum d'iPhone juste avant la sortie, par exemple, de l'iPhone 6, il y a des heures supplémentaires et une cadence de travail qui est assez impressionnante. Et puis, ces heures supplémentaires ne sont pas payées de manière adéquate. Au niveau de la santé, là aussi, de grands problèmes, puisque les employés doivent souvent, sans aucune protection, manipuler des produits chimiques qui sont toxiques, comme par exemple la dioxine, le benzène. D'ailleurs, à ce sujet-là, cet automne, on va faire une campagne sur les produits toxiques qui sont utilisés dans la fabrication des produits électroniques, et faire pression sur différentes entreprises pour essayer d'avoir des améliorations. Et puis, on a aussi, dans certains cas, justement, une absence de contrat de travail, où les gens sont sans contrat de travail, avec le risque de se faire refuser à l'entrée de l'usine, ou de se faire licencier très rapidement. Voilà, c'était un peu un survol depuis l'Afrique jusqu'à vers l'Asie, quels étaient les différents problèmes. Et là maintenant, je me garde pour la fin, pour vous parler des moyens d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur, consommatrice, en tant que citoyen et citoyenne. Merci beaucoup Yvan, merci à tous. Du coup, ouais, on va tourner, je vais me mettre là. D'abord, un petit mot d'introduction pour dire qu'on est très heureux avec Sylvain d'être avec vous ce soir et de pouvoir partager avec vous et puis dans la discussion qui va suivre, le débat sur ce secteur qu'on commence à voir ressortir dans les médias un peu plus fortement depuis quelques années, mais pas tant que ça par rapport à d'autres secteurs comme le secteur textile ou alimentaire. Et du coup, on va rentrer directement dans le cœur du sujet. Lourde tâche de compléter ce qu'a dit Yvan, mais on va essayer justement de ne pas être redondant et d'amener quelques éléments de perspective complémentaire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du néodyme? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça parmi vous? Oui, j'ai entendu ça, mais je ne sais pas ce que c'est. Ah ah. On va pouvoir... c'est la première fois que vous l'entendez, sinon les uns les autres. Si je vous pose cette question, c'est parce que c'est par là que je vais démarrer comme illustration, parce qu'on a une thèse en cours sur cette filière, pour l'instant pas trop connue du grand public, qui a démarré il y a quelques mois, et du coup on vous présente un petit peu les premiers éléments comme ça pour rentrer dans la thématique. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une terre rare. Ça, j'imagine que vous avez entendu parler de ça. Vous savez à quoi ça correspond, les terres rares ou pas? Oui. Dans la table des minerais, oui. Mais les terres rares, c'est ces éléments réussis qu'on trouve comme Chine et en Russie, à certains endroits très isolés du monde. Il n'y a pas beaucoup de terres. Alors c'est intéressant parce que ça n'est qu'à moitié vrai, parce que le terme est trompeur. En fait, c'est rare, mais ça ne l'est pas tant que ça. Ça n'est exploité que dans très peu d'endroits.
Et ça n'est potentiellement rentable à exploiter que dans encore moins d'endroits. C'est d'où justement l'effet que ça fait qu'il n'y en aurait qu'à un endroit du monde, mais le premier producteur, il y a quelques décennies, c'était les États-Unis, qui ont fermé toutes leurs mines il y a de ça un peu plus de 20 ans, et qui ont tenté de les réouvrir et les ont refermées. En fait, ce sont des terres rares parce qu'elles sont surtout dispersées, un peu comme une poudre en petite quantité, et contrairement à beaucoup d'autres minerais dont on a l'habitude, le cuivre, le nickel, etc., l'aluminium. On a tous l'image en tête du filon avec la belle couche ou l'or, enfin, on a tout ça dans nos images mentales. Les terres rares, c'est quelque chose qui ne se voit pas parce que justement, ça va être complètement dispersé dans d'autres minerais et d'autres métaux. Alors ça nous sert à quoi déjà? Donc on revient avec l'électronique. Les têtes de lecture des disques durs. Donc ça ne pourrait pas fonctionner aujourd'hui sans le néodyme, qui est l'une de ces terres rares. Il y en a un peu plus d'une dizaine. Dans les téléphones portables, puisque j'espère que vous avez tous mis sur vibreur, eh bien sachez que ça marche grâce à cela. Et puis une nouvelle technologie verte, les éoliennes. Et pourquoi on retrouve ce néodyme, qui est l'une des terres rares dans tous ces produits-là, c'est parce que ça permet de miniaturiser des aimants. C'est intéressant parce que voilà quelque chose de nouveau qu'on n'exploitait absolument pas il y a plus de 20 ans, 30 ans, et qui nous permet de faire un usage qu'on connaît depuis des siècles, faire des aimants. Simplement, on les fait, c'est pour ça que je vous ai mis cette image-là, de la taille d'une pièce de 1 euro, et cet aimant-là, de cette taille-là, a l'effet d'un aimant qui va être 10 à 20 fois plus gros si vous le faites simplement en fer classique. D'où l'intérêt de pouvoir tout miniaturiser, d'où l'électronique. Alors là, on va rentrer dans quelque chose qui n'est pas vraiment la mine artisanale. Cette photo, qui peut faire peut-être penser à du Miro ou des choses comme ça, c'est la principale mine en Chine de fabrication. Vous avez l'échelle en bas à gauche pour vous rendre compte, le 1 km est là. 50%, la moitié de toute la production mondiale de néodyme est faite ici. C'est pour vous donner un ordre de grandeur de à quoi peut ressembler, alors pour l'instant vous allez me dire ça ne vous parle pas trop, mais une mine à échelle industrielle. Ça là en bas, c'est la ville, avec les travailleurs. Et ce que vous avez là-haut, vous voyez en anglais le Open Pit Mine, qui est là, eh bien c'est un trou de plusieurs centaines de mètres de profondeur, dans lesquels les dumpers, ces énormes camions, viennent s'enrouler jusqu'en bas pour aller récupérer la roche, la sortir. Et en fait, une fois que tout ça a été traité, vous allez les retrouver ici. Ça, c'est ce dont on ne fait pas grand-chose. On va revenir dessus. Combien est-ce qu'on sort de déchets pour aller sortir ces pouillèmes de terre rare dont on est tellement friand? Et puis là, eh bien, les tailing ponds, autant remettre une autre photo pour comprendre à quoi ça correspond, ce sont les effluents. Voilà une photo des effluents de cette mine à côté de la ville de Baotou. Et voilà déjà quelques éléments d'ordre de grandeur. Pour comprendre ce dont on parle, pour sortir 1 tonne de terre rare, on doit faire 2000 tonnes de déchets miniers. Déchets miniers, c'est ce qu'on entasse comme des montagnes à côté. On fait de 1 à 1,4 tonnes de déchets miniers radioactifs. Voilà quelque chose qu'on n'attend pas forcément, parce que notre malédiction sur la Terre, c'est que les terres rares sont surtout associées à l'uranium. Mais à l'uranium. Du coup, il faut sortir de l'uranium de terre pour sortir des terres rares. Sauf que cet uranium n'est pas assez enrichi, et il ne peut pas être enrichi, en tout cas pas à un coût acceptable pour pouvoir intéresser l'énergie nucléaire. Du coup, on reste sur les bras avec cette partie-là. Et puis, vous voyez des ordres de grandeur, des émissions. On revient sur la même chose que ce qu'on a vu auparavant, de l'eau extrêmement acide dans des très fortes proportions, tous ces effluents, vous voyez là, et qui viennent du coup par capillarité potentiellement faire des dommages à l'environnement. Deuxième chose, il y a forcément toute la dimension sociale qui vient avec, puisque ce qui est intéressant, c'est que même dans une mine comme ça, qui est industrielle, ce sont les centrifugeuses qu'ils utilisent, et là vous avez des cristallisations de terres rares qui sortent de ces centrifugeuses et qui sont récupérées. Vous voyez les conditions de travail, on a beau être dans de la mine industrielle, c'est loin de la salle blanche avec les gens tout un temps protégés qu'on peut imaginer. Et puis on a des mineurs artisanaux autour, un peu comme dans le cas qui a été présenté.
Alors la question qui nous paraît importante en revenant là-dessus, c'est de faire prendre conscience d'une chose, c'est est-ce que là on vous déroule des cas qui sont mauvais, néfastes, mais le cuivre, le fer, tout ça irait bien ou pas? Non. En fait, la problématique, c'est que la mine et l'extraction minière, c'est un problème systémique. Vous avez ici la plupart des métaux de la table de Mendeleïev, je vous passe les symboles, mais vous avez à peu près la grande majorité de tout ce qu'on utilise, et vous avez deux indicateurs qui ont été relevés par des chercheurs. En noir, les gaz à effet de serre, en rouge, une combinaison de tout ce qui va être dommage à la santé et dommage à la biodiversité, donc ce qui va entraîner soit des maladies, voire mort d'homme, ou cancer, ou autre joyeuseté du genre, ou alors la destruction totale de la biodiversité, notamment dans les rivières. Vous voyez que tous les métaux sont impactés. Alors c'est une échelle logarithmique, il y a toujours des débats qu'on peut avoir dessus, mais aucun n'apparaît comme étant sans impact si on commence à le sortir du sol. Après, ça c'est une première problématique environnementale, sanitaire. Maintenant, autre problème systémique, on pourrait se poser la question où est-ce que c'est dans le monde. Voici un autre travail que font des chercheurs depuis 5 à 6 ans. Voici l'ensemble des conflits locaux qui ont lieu autour de la mine. Ça ne veut pas dire des minerais de conflit, il faut juste préciser une chose comme dans le cas du coltan, mais ça veut dire potentiellement des conflits avec les agriculteurs, parce que leur terre a été polluée et que du coup on va retrouver mine contre agriculture. Ça peut être des conflits sur l'accès à l'eau, etc. Vous avez la légende qui est là-bas à gauche, mais vous voyez le panorama de ce que veut dire socialement la mise en œuvre de ces mines aujourd'hui, au début du XXIe siècle. Autre question qu'on peut se poser, est-ce que ça ne concerne que la mine, et à la rigueur, il faut se focaliser là-dessus? Alors on a vu qu'il y avait les ateliers, et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a entre les ateliers en Chine, dont nous a parlé Yvan, et puis la mine que je vous ai montrée. Pareil, voici les chercheurs qui ont fait l'autre. Vous allez me dire que c'est un peu compliqué, mais regardez bien les couleurs. Ce qui est intéressant de voir, c'est que plus vous êtes dans le bleu, plus vous êtes uniquement sur la mine. Et quand vous allez monter vers les couleurs jaune, rose et orange, vous allez rentrer dans toute la partie, le début de la sidérurgie. C'est-à-dire comment est-ce que de la mine, on va sortir un métal purifié, en état pour pouvoir être utilisé par l'industrie. Et en fait, ça vous donne ici, sur ce tableau-là, l'impact sur la santé humaine, sur le tableau d'à côté, l'impact sur la biodiversité et la nature. On voit qu'on a quand même un paquet de minerais qui nous posent problème de manière systémique, absolument pas uniquement sur la mine, mais sur tous les procédés qui vont être derrière. Il faut aller parfois jusqu'à des teneurs de 99,9% pour pouvoir utiliser dans l'industrie, en termes de pureté, les minerais qu'on va sortir du sol. Et c'est tout ça qui est une machine un peu infernale. Alors on rajoute un petit dernier quand même, mais il y a les solutions après pour Yvan, hein, donc il n'y a pas de souci, mais c'est pour poser un peu le panorama, la raréfaction des métaux. Et des minerais. C'est toujours une thématique un peu compliquée. Il faut juste avoir en tête que la raréfaction ne veut pas dire qu'on n'en a plus. Surtout, ça veut dire que dans les conditions actuelles, sauf si on a un saut technologique, ça va atteindre un coût prohibitif. Alors regardez, ici en bas, on a remis les années. Dans combien d'années est-ce qu'on va toucher le cœur du problème et que ça va commencer à être une impasse? Bien, pour l'antimoine, dans moins de 10 ans, dans l'état actuel. À quoi ça sert l'antimoine? Ça sert entre autres à ce qu'un certain nombre de nos produits technologiques ne prennent pas feu. Alors, il y a quelques substituts, mais qui ne sont pas très très sympas en termes d'impact environnementaux et sociaux. Et après, vous descendez la table jusqu'en bas. On voit que ceux sur lesquels on n'a pas trop de problèmes, vous voyez, on va tomber sur l'aluminium, le lithium. Bon, le fer n'est même pas là parce que lui, c'est une ressource qui... On aura détruit la planète pas mal de fois avant de commencer à atteindre le fond de l'affaire. Par contre, dès qu'on va remonter sur un certain nombre de minerais, on va avoir un problème. Il y en a un qui est très inquiétant, quelque part, pour notre société actuelle, le cuivre. Ici, dans 50 ans, on va commencer à avoir une impasse en l'état actuel. Et nous n'avons quasiment pas d'alternative pour faire passer l'électricité dans des fils, à part l'aluminium, mais qui sera beaucoup plus cher. Du coup, se pose la question de, forcément, le recyclage, qui est une filière qu'on a étudiée en France. Directive européenne, quelque chose qui date de 2002, ça c'est la dernière qui est en date, et puis avec en entrée, on va dire quelque chose d'intéressant, puisque la directive pose elle-même l'éco-conception, la collecte, le retraitement, le recyclage, et puis
cet idéal vers lequel on essaie d'aller. Vous avez certainement entendu parler de l'économie circulaire. Donc on pourrait remettre dans le circuit ce qu'on consomme au quotidien. On en a parlé tout à l'heure avec ce que tu nous disais, Julien. Que veut dire aujourd'hui cette filière qui s'est installée depuis 10 ans en Europe de manière encadrée par la loi et avec de gros investissements? Mais justement, devant la prolifération de nos jolis objets technologiques, mon ordinateur qui est là, qui est portable, des choses comme les smartphones qu'on a tous, voilà à quoi ressemble une usine de recyclage. Du coup, comme vous vous en doutez, il y a une course à l'innovation parce que comme ceux-ci se perfectionnent toujours plus et se miniaturisent, il faut des procédés toujours plus complexes pour pouvoir récupérer ce qui est intéressant là-dedans, ce qui veut dire des investissements et ce qui veut dire des économies d'échelle fondamentales pour que ça soit rentable. Et encore, c'est compliqué. Voilà à quoi ressemble la principale usine en Europe de recyclage de la plupart des métaux précieux qu'on a dans les smartphones. C'est l'usine d'Umicore qui est en Belgique. C'est pour vous donner un peu une image de ce que ça veut dire. Du coup, on voit tout de suite que faire du recyclage, c'est commencer à rebâtir derrière un autre système industriel, en plus de celui qu'on avait déjà en amont, mais cette fois en aval. Est-ce que ça nous permet d'atteindre des résultats, et si oui, lesquels? Ce qui est intéressant, c'est que là, on touche des questions culturelles et sociales qui vont bien au-delà du seul problème technique. Ça, c'est l'état des lieux en France. Je pense que vous êtes meilleur en Suisse, on n'avait pas regardé les statistiques, on avait regardé d'autres pays européens. On émet en moyenne, on estime, parce qu'on n'a pas de données fiables, autour de 20 kilos de produits de déchets électriques, électroniques, équipements du frigo jusqu'au téléphone portable, on va dire. Combien on en collecte? 7 kilos par an, par habitant en France. On n'est pas l'un des plus mauvais, on est dans le premier tiers. Il y a des pays, les pays scandinaves et allemands sont bien meilleurs, l'Allemagne, pardon. Par contre, la France va être un peu au-dessus de la moitié, un peu mieux que la moitié. Les pays latins ont plus de mal. Ça fait un gros tiers, 40%. Mais que devient le reste? Une partie est pillée dans les déchetteries. Ce que je vous expliquais avant, par exemple, le cuivre, tous ces métaux qui commencent à devenir chers, si on commence à les entasser dans des déchetteries, c'est le cas en France, ça a une valeur énorme. Et aujourd'hui, il faut les protéger toujours plus de ces risques-là. Les questions de mauvais tri, certains sont juste enfouis, et d'autres restent chez nous. Figurez-vous qu'en France et tous les pays européens partagent le fait qu'on entasse 4, 5, 6 comme ça, qu'on les jette jamais en se disant peut-être un jour ça aura de la valeur, ou un jour on pourra les réutiliser, ou on en fera quelque chose. Mais il y en a dont on ne sait même pas où ils passent. Sans compter les déchets professionnels. Dernier problème en plus, tout n'est pas forcément recyclé chez nous. Et certains de ces composants peuvent finir en Chine. C'est pas uniquement ce que vous avez vu à la télé, par exemple au Ghana, etc. Ça peut être aussi des parties de plastique qui vont finir là-bas. Et qui posent problème après sur comment est-ce qu'on les réutilise derrière, dans les jouets par exemple, des choses comme ça. Autre problème qu'on voit dans la filière de recyclage, c'est qu'en fait on est face à un gros problème de compétitivité. Vous vous souvenez de l'usine que je vous ai montrée au début? En fait, tout l'enjeu de la réparation, parce qu'on nous parle souvent de ça, de l'éco-conception, ça demande de démanteler. Pas de broyer avec des grosses machines, ça demande d'y aller à la main, de prendre le temps, c'est ce que vous voyez là sur la photo. Sauf que ça ne coûte pas du tout le même prix, vous en doutez. Et il y a une vraie pression sur les prix, ce qu'on a mis en bas, le coût, le prix du recyclage et de la réparation, même pas juste parce qu'il y aura une pression des acteurs, parce que sinon, on va venir le prendre dans les mines. Or, dans les mines, ça sort à des prix quasiment imbattables et très bas. Du coup, on a un vrai problème de concurrence pour que le recyclage soit rentable. Et puis, on a une concurrence avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui essaient de se positionner pour faire de la réinsertion, mais tout ça coûte cher, au moins en subvention. Et pour finir, les acteurs traditionnels, les ferrailleurs, voire même chez nous en France, les Roms, qui étaient les acteurs historiques qui traitaient les déchets et qui se font aujourd'hui marginaliser de la filière. Alors, ils ne le faisaient pas forcément du tout proprement, mais il y a une vraie question d'exclusion sociale derrière. Alors derrière tout ça, quel est le système? Parce que ça, on voit l'état des lieux et le fait que le recyclage ne répond pas forcément à tous les enjeux. Mais surtout, qu'est-ce qu'on a comme problème? C'est que l'amont de cette pompe ne cesse d'augmenter. Voilà pour vous donner un exemple. La croissance actuelle exponentielle dans le monde, au niveau international, ordinateurs, smartphones et tablettes. Vous voyez, avec les projections jusqu'en 2016.
Je pense que la courbe parle d'elle-même. Alors, il n'y a pas les téléphones avant les smartphones, ça aplatirait un petit peu la courbe, mais vous voyez quand même la tendance de fond qui est derrière. Du coup, il y a d'abord une société de consommation, et notre responsabilité à tous, mais surtout un système dans lequel on est tous pris. Et cette société de consommation, elle a un enjeu, elle représente un enjeu économique majeur aujourd'hui. C'est bien pour ça que potentiellement cette machine ne s'arrête pas, n'est pas prête de s'arrêter. Voilà un exemple. Entre la France et la Suisse, en termes de PIB, nous trouvons Apple, première capitalisation boursière au monde, 700 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous aviez ces ordres de grandeur en tête. Ça pose à peu près la taille de l'entreprise. Autre exemple, nous avons ici la capitalisation boursière de 4 géants internationaux, Google, Apple, Facebook, Amazon. Parce que ce n'est pas que l'électronique, c'est aussi bien sûr les usages qu'on a derrière. Vous voyez qu'en 2015, ça vient de dépasser l'ensemble du CAC 40 français. Donc on voit aujourd'hui le poids, du coup forcément l'influence et l'importance que tout ça représente au-delà de notre quotidien, dans tout notre monde économique, et la pression qu'il y a pour que la machine continue à fonctionner et continue à générer de la valeur, de la rémunération pour les actionnaires, des emplois forcément induits, même si en amont et en aval, on a tous les impacts dont on a parlé. Donc pour terminer un petit peu et revenir vers nous, notre sujet de travail là-dessus, c'est qu'on pense que ça nous amène à un besoin assez fondamental aujourd'hui, qui est celui de questionner le modèle économique, le rationnel économique, si on veut remettre à plat notre mode de vie et nos modes de production et de consommation. Et questionner le rationnel économique, ça veut dire rendre compte d'un côté des impacts socio-environnementaux dont on vous a parlé avec Yvan, mais de pouvoir questionner à côté de ça justement la création de valeur. C'est remettre en vis-à-vis qu'on n'a rien sans rien quelque part. On a une création de valeur dont une partie peut bénéficier à tous les salariés de la filière, etc., mais dont une partie aussi vient nourrir tout un système économique qui est privatisé sous forme de gains de rémunération, notamment des actionnaires. Et puis on a de l'autre côté un grand nombre de coûts qui sont mutualisés et que l'on paye à travers nos impôts, à travers la sécurité sociale, à travers de l'aide internationale qui va venir de chez nous, des dons qu'on va faire, tout un système d'associations, etc., qui va venir essayer d'encaisser le choc, de venir essayer de réparer, de venir essayer d'atténuer en fait l'ensemble de ce qu'on est en train de créer comme problème. Et ce qu'on pense, nous, sur le travail qu'on essaie de faire, c'est qu'il y a un intérêt à relier les deux et à pas à dissocier, en voyant bien le plus et le moins, le positif et négatif, et de se servir de cette comparaison pour essayer de voir s'il y a plusieurs modèles. Alors pour expliquer un peu sur quoi on se fonde là-dessus, on se fonde notamment sur un concept et un économiste qui était assez visionnaire, parce que dès les années 60, il parlait dans un livre qui vient d'être édité en français de la question des coûts sociétaux, qui sont l'ensemble de ces pertes qui sont endurées, supportées par la société dans son ensemble, par les individus, alors que ceux qui en sont à l'origine, les acteurs économiques en l'occurrence, n'en payent pas les conséquences. Mais on accepte tous collectivement que ce système continue à fonctionner, voire même continue à croître, alors qu'on pourrait les éviter. Pour travailler là-dessus, comment est-ce qu'on fait ? On repart en fait d'une vision qu'on essaie de faire la plus à la fois complète, mais aussi compréhensible possible des impacts. C'est-à-dire que grosso modo, pour vous simplifier cette vision-là, on n'a qu'une terre. On n'a qu'une seule ressource de base pour la vie. Cette terre, on a un certain nombre de capitaux essentiels comme l'eau, comme l'air, ce que vous voyez là dans le premier cercle, qui nous sont indispensables jusqu'à preuve du contraire. À l'intérieur de cet univers du vivant, nous avons les sociétés humaines, qui elles-mêmes vont pouvoir perdurer ou en tout cas se développer, si jamais, à condition que nous ayons accès à une alimentation saine et suffisante, à l'éducation, à la santé, avoir un revenu qui permet de vivre soi-même ainsi que sa famille, ainsi qu'un certain nombre de droits. Et puis, à l'intérieur, on a un monde économique. C'est le monde économique qui fonctionne selon ses propres logiques. Et ce qui nous est comme notre point de départ, c'est que justement d'explorer en quoi ce monde économique est en train d'impacter, d'endommager, voire même de mettre en péril à la fois le cercle de la société et plus largement le cercle du vivant sur lequel nos sociétés sont construites, et qui du coup mettent en péril la pérennité potentiellement de ce qui fait notre quotidien. Pour regarder ça,
le concept de base est le suivant. On reprend les différents impacts environnementaux, sociaux que vous avez vus. Là, on en a sélectionné un petit nombre. Et que nous dit justement cet économiste sur lequel on se base pour travailler? Il nous dit deux choses. On va se concentrer ensemble, si ça vous va, sur la partie rouge. Cette partie rouge-là, ce qu'il nous dit dès les années 60, c'est que quel que soit le domaine qu'on prend, on a un problème de fond qui sont nos seuils critiques, ce qu'on a noté là-haut, c'est-à-dire les seuils à partir desquels on va rentrer dans des irréversibilités qui nous empêcheront potentiellement de revenir en arrière, voire même dans lesquels on va s'enfoncer toujours plus profond et toujours plus vite. Vous avez certainement entendu parler de ça autour du réchauffement climatique. C'est un peu la partie qui a été vulgarisée ces dernières années. Si on passe, nous disent les experts du GIEC, les 2 ou 3 degrés de réchauffement, on va rentrer dans des cercles qui vont se nourrir d'eux-mêmes et qui vont nous amener vers 4 degrés, vers 5 degrés, des choses dont on n'imagine pas les conséquences. Eh bien, cette notion-là peut être appliquée à ces différents aspects. C'est vrai des trappes de pauvreté ou de précarité, par exemple. C'est vrai des questions de santé aussi. Et du coup, tout l'enjeu, c'est la partie en jaune. C'est que sur ce territoire dans lequel il faut rester à tout prix, comment est-ce qu'on se dote? On s'est doté d'ailleurs de normes collectives qui existent. Ça peut être les droits de l'homme, ça peut être les conventions des droits de l'homme sur le territoire européen, ça peut être le dernier protocole qu'on vient de signer sur la COP21 à Paris. Un certain nombre de normes collectives qu'on essaie de construire à travers une discussion démocratique, autant que faire se peut, mais en tout cas un débat de société pour essayer d'éviter d'aller vers cette ligne rouge. Et comment nous-mêmes, on se définit collectivement des règles pour rester dans un univers, on va dire, de plus sécurisé, pour éviter de rentrer dans ces irréversibilités. Et la base de notre travail, s'articulant autour de ça, c'est de dire que dès qu'on a passé les lignes rouges, on va être dans des coûts exponentiels. On va être potentiellement vers des morts de personnes, on va être vers des écosystèmes qui se détruisent définitivement. Par contre, en deçà, c'est là qu'on a les coûts qui sont reportés sur la société et qu'on mutualise potentiellement. Tous ces coûts d'atténuation, ces coûts de réparation de dommages, ça peut être une marée noire qu'on vient réparer après coup, mais ça peut être aussi les dépenses des individus pour se payer de l'eau en bouteille parce que l'eau n'est plus potable au robinet à cause des différents polluants qui peuvent venir de l'agriculture ou de la mine, etc., etc. Là où les dépenses sont mutualisées, c'est dans cet univers pour essayer de rester le plus possible autour de ces normes collectives et d'éviter d'aller vers ces dépassements ultimes. C'est un peu théorique, mais c'est le dernier pour vous montrer un peu comment ça peut fonctionner. Du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une filière électronique dans ce cadre théorique-là? 3 choses, sans rentrer dans les détails, mais pour rester sur les choses simples. Déjà que la filière électronique, elle commence par générer des revenus suffisants pour que les gens puissent en vivre tout le long de la chaîne. Puisque sans ça, on commence toute la série de problèmes et des irréversibilités. Mais aussi que comme toute filière économique, elle contribue, comme les individus, comme le reste des acteurs dans la société, pour permettre des services mutualisés, qui puissent être, donc on va avoir de l'éducation, de la santé, des infrastructures de base, puisque tout n'est pas qu'une question de combien on a d'argent dans sa poche pour pouvoir s'alimenter, se nourrir, se soigner, c'est aussi une question d'avoir des infrastructures qu'on mutualise. Cette salle qu'on utilise tous ensemble ce soir, par exemple. Après, il y a tout le paquet de ces dommages environnementaux et sociaux supplémentaires, qui peuvent venir de cette partie-là, mais qui se rajoutent en plus sur la façon dont on produit, la façon dont on extrait des minerais, etc. Et là, il s'agit de les limiter au maximum, que ce soit les questions de pollution, d'émissions et autres. Après, du coup, partant de là, on peut commencer à passer une filière au crible de ça. On peut prendre l'électronique, le secteur dans son entier, et se dire de combien est-ce qu'il manque pour que les gens puissent en vivre. Est-ce que vraiment il y a une contribution ou est-ce qu'il y a de l'évasion fiscale à tous les étages qui fait que tous les coûts sont reportés sur le reste des sociétés dans lesquelles ces entreprises sont implantées? Quand on parle d'Apple, ça défraye la chronique en ce moment par exemple, quand on parle de Google aussi, etc. Et puis, qui est-ce qui paye les coûts de ces dommages-là? À combien est-ce qu'ils s'élèvent? Et pourquoi est-ce que ne sont pas ces entreprises qui les prennent en charge? Mais ce qui voudrait dire bien évidemment que notre téléphone, il ne va pas arriver au même prix au final. Et notre société de consommation, forcément, est questionnée. Du coup, ça c'est rapidement pour vous dire que pour travailler ça, ce qu'on est en train de dérouler sur la thèse, alors là on est vraiment encore en cours et on démarre, en partie en tous les cas, on est qu'au tiers de l'avancement à peine, on pose d'abord un regard sur la filière, de comprendre qui sont les acteurs
de la mine jusqu'au consommateur final, voire au recyclage, de voir comment ça s'organise, et de voir en vis-à-vis, de pouvoir analyser, quantifier les impacts, et de pouvoir regarder, quand ça a du sens, les coûts. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des coûts qui sont exponentiels et ça ne sert à rien d'y aller. Par contre, on peut tout à fait chiffrer des problèmes irréversibles autrement que sous forme d'euros ou de francs suisses, mais en partie, en tout cas, rendre compte de ça. Et au final, et c'est la dernière diapositive, une des choses sur lesquelles on travaille, il n'y a pas que ça. Alors pour l'instant, on n'a pas encore les résultats, et en plus, on travaille d'abord pour commencer sur le néodyme, et ça demanderait de passer en revue la plupart des métaux. C'est ça qui est la complexité de ce secteur. Il ne peut pas se faire aussi simplement que dans l'alimentaire, par exemple. Ça demanderait, in fine, potentiellement de remettre justement cette comparaison. D'un côté, ces coûts qui sont mutualisés, ces impacts qu'on est en train de prendre en charge, et de l'autre côté, en effet, la partie positive qu'il ne faut pas oublier. La création de valeur, la création d'emplois, les contributions qui sont faites. Mais voir quel est le ratio entre les deux. Et ce ratio entre les deux, il peut amener justement à questionner des modèles. Là, vous avez un des derniers iPhones. C'est quoi le ratio entre l'un et l'autre? Voire même, est-ce que le coût n'est pas au-dessus aujourd'hui de la création de valeur? Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Le Fairphone, vous en avez peut-être entendu parler, je pense qu'Yvan va revenir dessus, mais jusqu'où c'est un modèle différent? Est-ce que ça permet vraiment de faire un changement de fond aujourd'hui? C'est aussi une dynamique, donc ça va certainement s'améliorer dans le temps, mais jusqu'où est-ce qu'on arrive à changer de paradigme? Et puis au final, est-ce que quand on avait des téléphones moins évolués, alors là on en a pris un qui est emblématique d'il y a une dizaine d'années, mais ce téléphone-là, il a déjà 2 fois moins de métaux à l'intérieur, parce qu'il n'a pas d'écran tactile, il n'a pas un certain nombre de fonctionnalités qu'on a sur nos jolis smartphones aujourd'hui. Du coup, des questionnements sur lesquels on n'a pas encore d'éléments chiffrés, mais qui, selon nous, sont des questions de fond à aborder pour revoir dans son ensemble, en conclusion, le modèle de production et de consommation. Merci. Merci Christophe. Et comme je vous disais, j'ai encore pas utilisé tout mon quota de temps de parole, et donc j'en profite pour terminer la présentation que j'ai commencée. Merci pour cette présentation. Je l'ai découverte en même temps que vous, même si je connaissais déjà la table des matières, mais c'était passionnant. Et d'ailleurs, j'aurai quelques questions tout à l'heure, durant l'apéritif. Mais venons-en maintenant aux moyens d'action. En fait, c'est ce sur quoi nous travaillons depuis bientôt une dizaine d'années au sein de Pain pour le prochain et de Action de Carême. La première chose, c'est que ce que l'on fait, et je pense que vous l'avez compris, toutes ces recherches que je vous ai présentées ce soir avec les conclusions, etc., on compile toutes ces informations dans des rapports qui seront ensuite publiés lors de conférences de presse. Typiquement, peut-être vous avez lu dans les journaux la dernière étude que l'on a publiée sur l'or, l'extraction de l'or au Burkina Faso. Il y a, je crois, quelques copies à l'extérieur, là, sur une table. Et puis, ce que l'on fait, c'est qu'en général, on va inviter quelqu'un du Sud, quelqu'un du Burkina Faso, qui peut parler de la situation sur place. Par exemple, lundi passé, à Berne, on avait 20 journalistes qui étaient présents. Et puis, on a effectivement une couverture médiatique qui est très importante, justement. Et ça permet de sensibiliser à la fois les politiques, les parlementaires, quand on demande des modifications de loi pour que, par exemple, les fonderies en Suisse achètent de l'or en ayant des critères sociaux et écologiques qui soient plus stricts qu'à l'heure actuelle. Ce que l'on fait aussi, normalement, avant de publier ces rapports sur les entreprises, il y a un dialogue qui se fait avec l'entreprise. Ce n'est pas toujours possible, notamment avec des entreprises assez récalcitrantes comme Glencore, pour ne pas la nommer, ou en tout cas dans les premiers rapports que l'on publiait sur l'entreprise, il n'y a aucun dialogue qui se faisait. Le seul dialogue qui était possible, c'était quand on recevait une lettre de 4-5 pages signée par 3 avocats de l'entreprise qui menaçaient de plainte à la fois Pain pour le prochain et Action de Carême. Donc on a, avec certaines entreprises, on va dire un dialogue qui est plus possible, notamment quand on travaille avec Hewlett-Packard, pour les citer eux aussi. Et pour d'autres entreprises comme Glencore, on aura plus des rapports tendus.
Les autres volets de travail, c'est par exemple quand on essaie de sensibiliser, d'informer les consommateurs. Je vais vous donner quelques exemples. Et puis, bien sûr, notre mission, une de nos missions aussi, est d'avoir des projets de développement et des projets de soutien dans les pays du Sud, notamment en Afrique, pour apporter un soutien aux populations affectées ou alors aux travailleurs affectés, notamment en Chine. Et puis on pense aussi que tout travail de politique de développement au Sud doit être accompagné par un travail ici en Suisse, parce que ici en Suisse, on a aussi notre travail à faire, et notamment, je vais vous présenter l'initiative pour les multinationales responsables, qui vise justement à policer quelque peu les multinationales suisses quand elles sont actives à l'étranger. Venons-en maintenant aux campagnes. Ça fait maintenant environ 10 ans qu'on a lancé une campagne qui s'appelle High Tech No Rights, une campagne qui vise en fait à sensibiliser les consommateurs et les consommatrices que quand on achète des produits électroniques, eh bien, il y a des gens qui doivent les produire, et que notamment, par exemple, des femmes en Chine sont exploitées par les fournisseurs de nos produits électroniques. Donc ça, c'est une affiche qui date, je pense que plus personne ne s'en souvient, où on avait justement, c'était lors d'une campagne écuménique, où on avait à peu près dans toute la Suisse ces affiches qui étaient placardées pour montrer en fait, de manière symbolique, de l'exploitation des travailleurs. Il y a fin 2014, vous avez peut-être vu aussi ce classement qu'on a appelé un classement, on va dire, social et écologique. On a utilisé en fait des critères environnementaux pour analyser les 10 plus grands distributeurs de produits électroniques en Suisse, donc à la fois smartphones, tablettes et ordinateurs. Là, bien sûr, dans ce classement, vous n'avez pas le Fairphone, parce que le Fairphone serait dans le vert foncé. Ici, en fait, vous n'avez que des entreprises qui sont dans le vert clair. Enfin, les deux meilleures, HP et Nokia, sont dans le vert clair. Elles ne sont pas bonnes, elles sont juste acceptables, parce qu'on n'a trouvé aucune entreprise que l'on considérait comme étant bonne ou, on va dire, exemplaire. Ensuite, vous avez Apple, Dell qui sont moyens. Après viennent Lenovo, Acer, Samsung, Sony qui sont insuffisants, et les derniers justement ont une performance que l'on a qualifiée d'inacceptable quand on a analysé au niveau social et écologique. Au niveau social, peut-être, on a aussi regardé tous les aspects de minerais, minerais du sang, ou minerais des conflits. C'était justement ce dont je vous parlais quand les mines sont contrôlées par des rebelles, et aussi bien sûr les conditions de travail dans les pays où ces produits sont assemblés. Et là, par exemple, on a distribué 10 000 cartes, 10 000 petites cartes on avait une action durant une journée dans toutes les gares de Suisse, ou en tout cas les grosses gares de Suisse. Moi, j'étais basé à Berne, j'ai vu passer une quantité de hauts fonctionnaires fédéraux à qui je distribuais justement ces petites cartes pour sensibiliser tout un chacun, mais aussi les politiciens et les fonctionnaires sur ces aspects. Ce qu'on avait aussi fait dans la campagne, c'est qu'on mettait en avant le Fairphone, que vous connaissez, je pense, tous, qui est, bien qu'il n'est pas parfait, est beaucoup mieux que n'importe lequel des smartphones que l'on peut obtenir des producteurs traditionnels. Et donc on avait aussi fait tout un article, une sorte de promotion gratuite pour le Fairphone. On avait aussi organisé un petit concours pour mettre en avant et justement les gens qui participaient à notre concours pouvaient gagner 2 Fairphones comme prix. Et puis là, j'aimerais maintenant vous présenter encore une autre, ce qui est quelque chose qui est très actuel, vu qu'on a lancé cette campagne la semaine dernière. C'est une campagne justement sur prendre ses responsabilités et renforcer la justice au niveau des travailleurs, des mineurs dans les pays extractifs. Et peut-être vous avez déjà vu cette affiche-là qui montre en fait un collier avec quelques lingots d'or et puis une grande loupe qui vient regarder un peu en détail qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait de l'extraction de l'or, et on voit des gens qui
qui sont en fait expulsés par des bulldozers qui arrivent pour reprendre leurs terres. Et puis là, donc c'est justement cet exemple de l'or au Burkina Faso. Je vous présente très brièvement quelques conclusions qu'on a tirées lors de cette étude-là. On a pu constater justement qu'autour des mines, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs terres parce qu'elles sont polluées, d'autres gens qui ont perdu leurs terres parce qu'ils ont été expulsés vu que leurs terres étaient en plein sur la mine. Donc en tout, il y a eu 14 000 personnes qui ont été déplacées pour 2 mines. Et on a pu aussi justement remonter la filière parce que nos partenaires au Burkina Faso nous ont dit ben voilà, ces 2 mines causent tel et tel problème. Et nous, on s'est posé la question, mais finalement, où atterrissait cet or? Et on a constaté qu'il atterrissait justement sur les rives du lac de Neuchâtel, dans une entreprise qui s'appelle Metalor, qui est une fonderie d'or qui achète des minerais justement pour le raffiner à un degré très élevé pour en faire des lingots. Ici, on voit justement une mine industrielle toujours dans le nord du Burkina Faso. Dans ces mines, on utilise énormément de cyanide, qui est un produit chimique très toxique à la fois pour les humains et les écosystèmes. Donc ça, c'est on va dire une mine qui est industrielle et formelle, mais au Burkina Faso aussi, vous avez tout le secteur informel et les mines informelles. Si vous regardez cette image-là, c'est pas un camp de réfugiés, c'est pas un camp scout non plus, c'est simplement en fait un village qui regroupe 20 000 mineurs artisanaux, et sous chacune de ces bâches, vous avez en fait un trou avec un tunnel, et des mineurs et parfois aussi des adolescents descendent pour aller chercher du minerai avec bien sûr des instruments rudimentaires, et toujours le risque aussi de rester coincé dans ces tunnels. Et pourquoi on s'est intéressé à l'or? En fait, on s'est rendu compte que les 2/3 de l'or au niveau mondial sont importés physiquement en Suisse pour y être raffinés. Donc vous avez beaucoup entendu parler des négociants de matières premières qui sont basés à Genève, à Zug, etc., qui, eux, achètent des quantités gigantesques de pétrole, de gaz naturel, de charbon, pour le vendre depuis l'Afrique du Sud vers l'Asie, vers la Chine. Donc en fait, ils déplacent de grandes quantités de matières premières, mais aucune de ces matières premières n'est importée, bien sûr, en Suisse. On ne va pas avoir tout le charbon qui débarque à Genève pour être de nouveau retransporté en Chine. Par contre, pour l'or, c'est justement le cas, puisque tout cet or-là arrive en Suisse et est raffiné dans 4 fonderies, une justement au bord du lac de Neuchâtel, Metalor, et puis 3 fonderies tessinoises. Et puis ces 4 fonderies en fait sont parmi les 7 plus grandes au niveau mondial. Et puis alors, qu'est-ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'au niveau du Conseil fédéral, le Conseil fédéral reconnaît que la Suisse, ou que les entreprises suisses ont une certaine responsabilité au niveau des droits humains et de l'environnement. Le seul problème, c'est que cette responsabilité-là, elle doit être exercée que sur une base volontaire. Donc le Conseil fédéral fait confiance aux entreprises, par exemple aux entreprises qui sont actives dans l'or, dans le raffinage de l'or, pour développer elles-mêmes des standards, des bonnes pratiques afin d'éviter des problèmes de droits humains ou de pollution environnementale. Et ce que l'on constate justement, c'est que pour l'instant, ces standards volontaires ne fonctionnent pas, et on a réussi justement à le prouver avec cette étude sur l'or, où Metalor justement a acheté des quantités d'or de ces mines qui posaient de grands problèmes à la fois au niveau social et écologique. Et donc, que peut-on faire? Nous pensons qu'il faut agir, puisque le Conseil fédéral pense que ne légiférons pas et laissons faire l'industrie. Au contraire, on pense qu'il faut qu'il y ait des normes contraignantes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette initiative populaire que je vais vous présenter là, elle a failli être acceptée par le Parlement il y a une année.
On a proposé exactement dans le cadre d'une motion, donc c'est une proposition que l'on fait devant le Parlement. La proposition a été acceptée à 2h de l'après-midi par une voix de différence. Durant l'après-midi, un politicien, plutôt une politicienne, je ne vais pas la nommer, a dit « Ah, mais mon président de parti s'est trompé de petit bouton, parce que comme vous le savez, il y a le vote électronique, il a pesé sur le faux bouton. Je demande un deuxième vote qui a eu lieu à 7h30 quand beaucoup de politiciens étaient déjà repartis. Et cette même proposition a été refusée par le Parlement. Donc ça veut dire qu'il y avait une légère majorité qui a accepté le contenu de cette initiative. Et 5 heures plus tard, après un intense lobbying des associations économiques et financières au Parlement, la même proposition a été refusée. Et donc, ceci nous a en fait montré qu'il fallait qu'on fasse passer ça devant la volonté populaire. En fait, nous, on était déjà prêts à retirer notre initiative, puisqu'on se disait, on était déjà en train de se féliciter et de fêter durant l'après-midi. On a dû déchanter malheureusement justement le soir quand la motion a été refusée. Et justement, un mois plus tard, on a dû lancer cette initiative populaire fédérale qui demande en fait quelque chose de très, on va dire, qui est demandé au niveau international, puisqu'il y a des principes directeurs pour les entreprises qui ont été acceptés par l'ONU à l'unanimité en 2011 et qui demandent que les États doivent protéger les droits humains et que les entreprises doivent respecter les droits humains. Donc ça, c'est un texte qui a été accepté au niveau de l'ONU et maintenant chaque pays doit mettre en place ce texte dans sa législation nationale. Là, j'ai aussi encore une slide qui correspond un peu à la vôtre, puisqu'on compare aussi le PIB. Pourquoi on pense qu'il faut légiférer? Parce que justement, ces entreprises sont devenues tellement grosses. Typiquement, Vitol, c'est la plus grosse entreprise suisse. Quasiment personne ne la connaît en Suisse, avec 270 milliards de chiffre d'affaires. Si on compare ça avec le PIB de l'Afrique du Sud, c'est plus ou moins... Enfin, bon, l'Afrique du Sud est un peu plus élevée. Glencore, Glencore qui est très active en République démocratique du Congo, vous voyez que les revenus de Glencore sont un multiple du PIB de la République démocratique du Congo. Donc l'influence et la capacité on va dire, d'influencer les gouvernements au niveau local est extrêmement élevée. Donc, nous pensons que sur une base volontaire, ces entreprises-là n'ont aucun incentive d'agir de manière conforme avec les droits humains et l'environnement. C'est pour ça justement que cette initiative en fait ancrerait dans la Constitution fédérale une obligation que les entreprises respectent les droits humains et les standards environnementaux partout où elles sont actives. Parce qu'effectivement, si elles sont actives en Suisse ou en Europe, les droits du travail, la loi environnementale est tellement développée que là, on sait très bien que les entreprises respectent ces standards parce qu'il peut y avoir des amendes, des procès, etc. Par contre, ce n'est pas le cas dans des pays justement à la gouvernance faible, typiquement par exemple en République démocratique du Congo. Et ça s'appelle en fait dans le jargon le devoir de diligence, due diligence en anglais, où on demande que les entreprises fassent un screening de leurs filiales, quels sont les risques au niveau environnemental, au niveau des droits humains, et de prendre des mesures pour éviter que des impacts négatifs surviennent. Si vous voyez ici un petit aperçu à l'époque, c'était encore 60 organisations qui soutiennent l'initiative. Maintenant, on en a 75. Parmi les plus grandes, vous trouverez Suissé, de la Déclaration de Berne, Alliance Sud. On a aussi des investisseurs socialement responsables qui soutiennent la fondation Ethos, basée à Genève. Actares, une association aussi d'investisseurs socialement responsables. Bref, donc vous avez aussi des syndicats et de nombreuses autres organisations. Qu'est-ce que ça signifierait exactement si l'initiative était acceptée? Justement, chaque entreprise devrait faire une analyse de ses risques et ensuite prendre des mesures pour éviter que des impacts surviennent. Et ça, ce serait justement, par exemple, de consulter les populations locales, de les impliquer dans les décisions
Et puis aussi, ce qui est demandé par ces principes de l'ONU, c'est que l'entreprise mette dans un rapport, qui serait par exemple un rapport de développement durable ou un rapport de droits humains, toutes les mesures qu'elle a prises pour éviter ces problèmes. Et on pense, en fait, il y a beaucoup de... Quand on est dans des débats avec des représentants du monde économique, ils nous disent, oui, mais attention, vous allez mettre en danger la place économique suisse, ça va nous coûter, etc. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'entreprises qui arrivent à faire ces actions de devoir de diligence, qui arrivent à le faire à un coût qui est tout à fait acceptable. Et puis, en fait, on peut retourner aussi la question aux représentants du monde économique, mais est-ce que votre compétitivité doit-elle reposer sur des violations des droits humains à l'étranger? Est-ce que c'est ça est-ce que c'est ça finalement qui fait votre compétitivité, ou c'est pas plutôt le niveau de formation que vous trouvez en Suisse pour les collaborateurs, les infrastructures, la qualité de vie, etc. Et c'est pour ça que ces derniers mois, on a collecté déjà de nombreuses signatures à différents endroits. Si parmi vous, il y a encore certaines personnes qui n'ont pas encore signé et qui souhaitent le faire, il y a des feuilles à l'extérieur pour signer. Et puis, en ce moment, dans toutes les paroisses catholiques et protestantes de Suisse, il y a différentes actions qui sont mises en place avec toujours comme thématique cette responsabilité des entreprises, où on présente aussi quels sont nos projets au sud. Typiquement, là, vous voyez sur la gauche un projet au Burkina Faso où on essaye d'aider les paysans à pouvoir produire suffisamment de nourriture, même quand ils ont des terres qui sont, on va dire, moins fertiles que celles qu'ils avaient auparavant, parce qu'ils ont été expulsés et déplacés à cause des mines. Et puis là, sur la droite, c'est un projet en Afrique du Sud où on forme en fait ce qu'on appelle en anglais monitors, mais ce serait peut-être des enquêteurs sur le terrain qui vont analyser l'eau, qui vont voir s'il y a des pollutions, qui vont voir s'il y a des problèmes de droit du travail dans les différentes mines aux alentours de leur village. Donc on a, durant ces 5 dernières années, on a formé, ou notre partenaire a formé plus de 400 monitors, 400 enquêteurs qui vont justement collecter cette information, qui les mettent après sur Facebook, sur des blogs, qui vont les porter à la connaissance du gouvernement local, de l'entreprise, afin d'obtenir des améliorations. Voilà, j'arrive au bout de ma présentation, je dois un peu respecter le temps. Et puis, si vous souhaitez plus d'informations, on a bien sûr sur les différents sites internet que vous voyez ici encore d'autres informations, d'autres publications qui permettent d'aller plus loin. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. C'est le temps des questions. Alors, n'hésitez pas. Je pense que... Ou des réactions, simplement, des commentaires. Bonsoir. Je tiens tout d'abord à vous remercier. J'ignorais que Pain pour le prochain et Action de Carême menaient un tel combat. Je vous en félicite d'ailleurs et merci pour l'excellente présentation. Il y a un sujet qui m'interpelle, qui m'a toujours interpellé, qui me fait rager pas mal, c'est l'obsolescence des produits. Et là, je ne vous ai pas du tout entendu parler de ça, c'est pas un reproche, hein. On ne peut pas tout aborder à 100%, mais je suis frappé de voir que si nous abordons cet aspect en somme, c'est une énorme partie du problème, et qui s'ajoute à la masse d'informations que vous nous avez livrées. C'est le cycle, la répétitivité. Et ils sont tellement malins, ces capitaines d'industrie. J'imagine que la cupidité doit atteindre des summums inimaginables chez ces gens. Ils doivent être d'une race, faits d'une nature différente quelque part. Et c'est vrai. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un technicien de la téléphonie mobile qui m'expliquait, qui a voyagé, qui a été en Corée, chez le grand Corée du Sud, chez les grands fabricants Samsung, qui sait que le laquage, l'aspect laqué d'un téléphone portable, c'est voulu. C'est pas seulement pour un aspect élégant, c'est pour qu'il vous glisse plus souvent des mains, qu'il se casse et que vous en rachetiez un nouveau.
Mais en fait, par obsolescence, bien entendu, je ne parlais pas de cet aspect-là, mais plutôt de la durabilité des produits. Alors, j'aimerais simplement vous rendre la parole et puis que vous me disiez qu'en est-il, parce que c'est un autre combat presque, un combat en soi. Merci. Merci. Vous répondez tout de suite ou on prend quelques questions? Oui. C'est un gros sujet et c'est vrai qu'en plus on s'était dit que c'est moi qui ai zappé pour vous le remettre au milieu de la présentation, je suis désolé, parce que c'est assez fondamental et c'est ce qui fait la contradiction même de la politique de filière de recyclage en Europe. C'est que l'objectif est affiché derrière éco-conception, ce que les gens mettent, c'est justement permettre la réparabilité ou de changer uniquement les modules, enfin comme ce qu'il y a dans le Fairphone, en fait, de ne changer que la batterie si c'est ça qui pose problème et autres. Et en fait, on voit là c'est là où tout le système est pris. Et pour vous l'expliquer, en fait, il est pris aux deux bouts. Il est pris parce que les producteurs font exprès, je vais revenir dessus après, de mettre des choses qui ne sont pas forcément réparables, mais il est tout autant pris par la fin de filière qui, pour rentabiliser les usines que je vous ai montrées, a besoin qu'il y ait des déchets qui arrivent. Du coup, il y a une convergence d'intérêts, on va dire, entre l'amont et l'aval. Tout le monde a intérêt à ce qu'on jette toujours plus pour alimenter toute la machine. Et même l'économie circulaire théorique, elle est basée sur ça. C'est pas juste que c'est un cercle qui doit tourner vite. Et qui doit tourner d'autant plus vite qu'on a un objectif de croissance, soi-disant pour avoir de l'emploi derrière, donc il faut que ça tourne tous les ans 3% plus vite. Jusqu'où? Donc ça, c'est une première partie du problème. L'autre problématique sur l'obsolescence, elle est sur le fait qu'il y a certainement la cupidité, mais nous, les interviews qu'on a menées en France on a quasiment rencontré tous les acteurs du recyclage et l'électronique nous ont dit qu'ils vivaient dans un système piégé. C'est-à-dire que la concurrence à outrance sur les prix les plus bas possibles pour que le consommateur achète tel ordinateur ou tel téléphone et pas l'autre. Alors vous me direz, il y a toujours ceux qui ont une marque qui fait qu'on va l'acheter, mais les composants qu'il y a à l'intérieur, quoi qu'il arrive, c'est la lutte c'est la course à l'obsolescence programmée parce que c'est la seule façon qu'ils trouvent pour se protéger des innovations les uns des autres. C'est qu'ils expliquent que tous les petits composants, les condensateurs, les choses qu'on a à l'intérieur, ils font exprès d'en faire des différents qui sont différents des autres, du coup qui ne seront pas remplaçables parce que vous n'aurez pas les pièces détachées, mais parce que ça permet à ce que leur téléphone ne soit pas copié. Et vous avez vu tous les procès qui s'envoient à la figure en plus, etc. Donc on a tout un système qui est pris là-dedans. Et dernier élément, c'est que nous, on a vu en France, ça a été même montré par pas mal d'études, tout le réseau de réparateurs, y compris sur des objets pas forcément électroniques, mais les machines à laver, les réfrigérateurs et tout, ont quasiment disparu en France. Parce que c'était moins cher d'en acheter un neuf. Parce que les coûts qui sont cachés ne sont absolument pas intégrés dans la filière, que d'aller chez son réparateur qui va prendre le temps de le réparer. Et du coup, on est en train de reconstruire aujourd'hui, quasiment de repartir à zéro en France pour essayer de reconstruire des repair cafés, des initiatives où on s'échange des instruments, des tuyaux pour essayer de réparer les objets du quotidien, récupérer des pièces détachées, mais parce qu'on a en 30 ans, on a lessivé tout un secteur qui existait et qui vivait de son travail, quoi. Donc tout ça est essayé. Et il y a une loi sur l'obsolescence programmée qui n'a pas réussi complètement à passer en France. On a eu le même combat que vous, qui est encore en cours sur le devoir de vigilance, mais on a en plus eu la question de l'obsolescence programmée qui n'a pas pu passer pareil parce qu'il y a eu à un moment donné les entreprises qui ont dit non mais attendez, c'est la croissance de l'économie qui est derrière et c'est tous nos emplois. Du coup, si vous commencez à faire passer une loi contre l'obsolescence programmée, c'est tout le système qui tient plus, quoi. Donc juste pour dire effectivement que c'est un problème dont on est tout à fait conscient, mais on ne travaille pas sur ces aspects d'obsolescence programmée. On est plus sur l'amont, en fait, comment on produit nos produits. Mais c'est vrai qu'on a envie maintenant de plus travailler aussi sur ce qu'on appelle une transition vers une économie qui soit plus compatible avec les limites sociales, écologiques, etc. Et aussi, on aimerait faire le lien justement entre une certaine spiritualité, qui est peut-être chrétienne, bouddhiste, musulmane, etc., une espèce de retour aux sources spirituelles sur qu'est-ce qui finalement nous rend heureux, qu'est-ce qui nous apporte le bonheur. Et finalement, en faisant une réflexion de ce type-là, on arrive très souvent à la conclusion que ce ne sont pas tous ces objets que l'on peut acheter et qui deviennent obsolescents très rapidement qui nous apportent le bonheur. Donc on est un peu en train maintenant de se lancer aussi dans la sensibilisation, non seulement acheter bien,
Mais aussi, réfléchissez avant d'acheter, est-ce que vous avez vraiment besoin de ce dernier objet, cet iPhone 6, ou est-ce que vous pouvez vivre avec d'autres, avec des objets que vous récupérez. Par exemple, moi, en l'occurrence, j'ai un iPhone 3, mais je dis que c'est un iPhone 6 parce que je suis le 6e propriétaire de cet iPhone 3. Alors comme ça me permet de dire que j'ai quand même un iPhone 6. C'est une piste. D'autres questions, oui? Moi, j'avais 2 questions. C'était si vous ne pensez pas que les pays où sont extraites les matières premières et où sont fabriquées les marchandises électroniques sont quand même très responsables de la situation actuelle. Et puis l'autre chose, je me demandais si ça n'empiétait pas sur la souveraineté de ces pays-là, de leur faire un peu la leçon, en fait. De leur dire, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Effectivement, c'est un reproche que l'on entend parfois à propos de cette initiative pour des multinationales responsables. Mais en fait, vous êtes en train de vouloir dire, par exemple, à l'Afrique du Sud, comment les mines devraient être entretenues ou opérées. En fait, là, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, on part du principe, de principes qui sont reconnus au niveau mondial, puisqu'on part de ces principes directeurs des Nations Unies pour les entreprises et les droits humains. Donc en fait, chaque pays maintenant a la tâche de faire respecter les droits humains à l'intérieur de son propre territoire. Et puis, nous, on pense que la Suisse a un rôle extraterritorial qui est très grand, puisque la Suisse est le siège de nombreuses multinationales. Donc bien sûr, notre premier travail, c'est de faire respecter les droits humains chez nous en Suisse. Mais le deuxième, à mon avis, ou à notre avis, notre deuxième tâche est de faire respecter les droits humains aussi à l'extérieur de nos frontières. Et comme on a beaucoup d'entreprises qui prennent des décisions pour leurs filiales en RDC, en Afrique du Sud, en se basant justement sur ce texte-là, on peut exiger que chaque filiale d'entreprise suisse respecte en fait des standards minimaux. On ne demande pas de respecter le droit du travail suisse ou la loi environnementale suisse, mais des conventions de l'OIT, par exemple, des limites d'émissions de l'OMS en matière de pollution de l'air ou de l'eau. Donc on va être sur des normes internationalement reconnues et justement sur ce cadre de référence qui a été accepté par tous les pays. D'autres questions, d'autres remarques, commentaires? Non. Bonsoir, merci pour votre intervention. Je voudrais revenir sur celle que vous avez faite, vous, au niveau de votre société qui s'appelle Le Basique, c'est ça? Vous parliez de travaux de thèse, donc est-ce que ça va être soutenu? Quand? Est-ce qu'il y a déjà une partie de publiée? Est-ce que vous en avez mis des extraits sur votre site? Comment peut-on avoir accès aux informations que vous nous avez présentées, qui sont extrêmement intéressantes à communiquer largement autour de nous? Bonsoir. La thèse, elle a été entamée l'année dernière, donc elle a encore 2 ans devant elle. Donc à ce jour, on n'a rien publié concernant la thèse. La Judith, qui est la doctorante qui est chez nous, part sur le terrain pour aller voir en vrai la belle image que vous avez eue dans la présentation. Elle part dans 3 mois. Je ne sais pas si on parlait de chance ou pas, mais en tout cas, elle va avoir l'occasion de discuter avec les gens sur place. Elle va commencer à écrire des articles dans le cadre de notre activité du Basique, je pense prochainement. On a discuté récemment, donc d'ici 1 mois ou 2, elle devrait commencer à publier un article. Et puis après son terrain notamment, elle va, je pense, en publier d'autres. Après, nous, on va aussi investiguer la filière de l'antimoine, dont Christophe a parlé brièvement, qui est un retardateur de flamme, et qui pose aussi un certain nombre de problèmes à la fois au niveau social et environnemental dans son extraction. Et il y a une étude qui devrait être finie cette année de notre part et qu'on va publier du coup dès qu'elle sera finie. Voilà.
Après, sur notre site, vous trouverez des travaux relatifs aux coûts sociétaux tels qu'on les a exposés là, mais sur d'autres filières qui ne sont pas forcément minérales. Effectivement, et si je peux me permettre de compléter, je suis allé sur le site du BASIC et je le recommande, puisque alors sur la question là, de la thèse de doctorat, il n'y a encore pas d'informations, mais sur beaucoup d'autres filières, il y a des informations extrêmement intéressantes et j'ai passé un très bon moment sur votre site. C'est www.lebasic.com. Ouais. Attention, hein, pas vous tromper, c'est pas .org. J'avais juste une question et commentaire à la fois. Bon, vous avez exposé un peu le problème. Maintenant, concrètement, comment s'y prendre? Parce que si on prend l'exemple du Burkina Faso, de la mine près de Gorom-Gorom, je pense, hein, les gens, personne ne les force à y aller, ils s'y précipitent. C'est la ruée vers l'or, version sahélienne. Donc la question c'est, d'une part, quels sont les revenus d'un extracteur d'or versus un agriculteur, artisanal, ou alors quand il est employé dans une mine, et comment revenir en arrière, éviter que les enfants de 5 ans aillent à 20 mètres sous terre extraire de l'or. Concrètement, je veux dire, voilà, une fois qu'on a fait le constat. Non, merci. Quand il y a des questions difficiles, on remercie d'abord pour la question. Merci pour votre question. Non, en fait, là, on est, entre guillemets, bien positionné ici en Suisse, puisque, justement, comme je vous l'ai dit, les 4 plus grandes, enfin, parmi les 7 plus grandes, il y en a 4 grandes ici en Suisse qui ont fait la plus grande part de marché au niveau mondial, avec 2/3 de l'or raffiné. Ces entreprises-là, elles ont donc une responsabilité qui est très grande et une influence qui est énorme, parce qu'elles peuvent décider, dans cette mine, j'y vais, dans cette mine, j'y vais pas. Et puis, en fait, sur quels critères elles décident, oui, je vais là-bas au nord du Burkina Faso, parce que je sais que personne ne va jamais venir me regarder ce que je fais là-bas, dans quelles conditions ça a été extrait, etc. On a constaté justement pour Metalor, ils ont décidé quelques mois avant qu'on publie notre rapport de se retirer justement de 2 mines qu'on a justement épinglées dans notre rapport. Donc quelque part, ils ont des moyens d'enquêter et d'investiguer. Mais bien sûr, parfois le prix peut être très intéressant et on se dit, bon, mais tant pis, tant qu'aucune ONG travaille là-dessus, aucune ONG va venir faire de la publicité, de la mauvaise publicité en Suisse, on achète de cette mine. Quand ils sentent qu'ils ont peut-être eu vent, qu'on avait des enquêteurs qui étaient sur place, on sait pas comment ça se passe au niveau des entreprises, mais ils ont certainement leur réseau d'indicateurs, ils savent qu'on est en train de préparer un rapport, qu'il y a des blancs qui se sont baladés un peu trop longtemps autour de la mine, et comme par hasard, on apprenait quelques mois plus tard, après avoir commencé notre étude, qu'ils avaient rompu le contrat avec cette entreprise au Burkina Faso, qui est d'ailleurs une entreprise russe, qui est active au Burkina Faso, et qui n'achetait plus de cette mine. Donc je pense qu'en ayant une obligation légale, on arrivera justement à mettre en place des dispositifs qui soient vraiment sérieux au niveau, en tout cas, de ces 4 Suisses. Après, il y aura toujours, on pourra toujours dire, mais après, il y a la concurrence déloyale d'une autre raffinerie aux États-Unis qui n'a pas les mêmes, on va dire, les mêmes exigences. Il faut savoir aussi que dans chaque pays, il y a des ONG qui essayent de faire passer des textes de loi semblables, notamment en France, de manière très active, des textes de loi semblables pour que toutes les entreprises petit à petit, au niveau mondial, et on va dire une certaine sorte
d'obligation, de devoir de diligence lorsqu'elles achètent de l'or dans des pays à faible gouvernance avec justement des problèmes environnementaux et sociaux qui sont quasiment systématiques. C'est rapide, on n'a pas de réponse concrète ni sur cet exemple. Justement, on essaie de voir quels modèles peuvent nous donner l'impression que les choses sont possibles, mais on voulait revenir peut-être sur une ou deux choses. C'est que tu as fait allusion, qu'est-ce qu'ils étaient avant d'être mineurs en fait? Et la question, elle est quel est le lien entre ce secteur très particulier qui est celui de l'extraction minière et des autres secteurs, notamment le secteur agricole, qui continue à employer 2,5 milliards, quelque chose comme ça, de personnes qui en vivent. Et donc, si ce secteur-là, tel qu'il est organisé aujourd'hui, ne permet pas à ces producteurs de pouvoir justement rester sur leur terre, de pouvoir faire vivre eux, leur famille, etc., forcément, après, on commence à nourrir toute la problématique et les appels d'air. Et on a l'impression que ça questionne nos usages fondamentalement et nos usages dans les deux parties en fait, suivant ce qu'on achète en termes agroalimentaires, nous en tant que consommateurs, parce que c'est aussi en partie, c'est aussi des filières vivrières, mais c'est aussi des filières qui sont liées au commerce international. Il y a une partie de la réponse qui est chez nous aussi là-dessus, et il y a une autre partie de la réponse du coup qui est, si on a besoin, l'or est intéressant en fait parce que techniquement l'or c'est la chose qu'on sait complètement recycler, et puis ça a tellement de valeur qu'on l'a toujours recyclé. Sauf que les courbes actuelles montrent qu'en ce moment, pour vous donner un ordre de grandeur, en fait, en 20 ans, on sort de terre la même quantité d'or qu'à peu près depuis le début de l'humanité. C'est notre rythme actuel d'extraction d'or. Mais on n'en a pas plus sur nous, on est d'accord, hein, enfin, on me dit le contraire sinon, mais c'est pour ça, en fait. C'est parce qu'on s'en sert comme couche sur les semi-conducteurs, etc. Du coup, ça vient finir par questionner nos usages. Nos usages de l'alimentaire pour arrêter de grossir le problème chez les agriculteurs à la base, et notre usage de ces technologies, jusqu'où est-ce qu'il faut qu'on accepte d'avoir d'autres compromis. Et puis, in fine, c'est revenir à ces normes collectives dont tu parlais, Yvan, et qu'on a évoquées, qui sont un peu notre barrière de sécurité, en fait. Et le pire, c'est qu'une grande partie de ces normes existent. Les déclarations des droits de l'homme sont anciennes, les normes de l'OMS existent depuis longtemps. Elles ont toutes des limites, hein, mais on ne peut pas dire qu'on est sans textes et textes qui ont été âprement débattus. Par contre, ils ne sont pas respectés. Si je peux me permettre d'apporter une réponse à votre question, comment éviter qu'ils affluent vers ces sources de revenus qui leur causent plus de soucis que de solutions? En fait, ma présence ce soir est grâce à Terre des Hommes qui m'a demandé si je pouvais venir et assister aux présentations et leur faire un petit compte-rendu derrière. Et en fait, Terre des Hommes, c'est exactement l'action qu'ils font. C'est-à-dire, ils interviennent en termes de formation et d'éducation des enfants, de manière à ce il n'est pas pour unique solution d'aller courir aux mines ou de se prostituer au niveau des mines ou de travailler tout jeune pour subvenir en fait à des revenus très réduits de leurs parents. Et donc tout ça passe par une éducation et apprendre en fait aux enfants qu'ils ont d'autres ressources avec la microéconomie, se lancer dans des activités différentes avec lesquels ils peuvent faire vivre ou contribuer à faire vivre leur famille ou même créer leurs propres emplois, leur propre entreprise ensuite. Donc c'est essentiellement l'éducation qui va pouvoir sauver ces personnes en fait. Et là, on ne peut que féliciter en fait toutes les initiatives locales, puisque Terre des Hommes en fait ne travaille pas directement sur place, mais avec des intervenants locaux qui eux font le travail au quotidien avec les enfants. Voilà. Un petit témoignage, une petite réponse à votre question, mais c'est vrai que c'est un travail énorme. Merci. Une dernière question pour la route. Je ne voudrais surtout pas finir sur une note négative, mais je n'ai pas pu m'empêcher, en vous écoutant parler, de faire un constat. C'est que dans ce combat, ces grands capitaines d'industrie, ces entreprises qui font 240 ou 220 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, et je me dis, quand on réalise des chiffres d'affaires pareils, on a de quoi se payer des avocats pendant 5 ans, pendant 20, 30 ans.
Ils ont de quoi financer de quoi se payer les meilleurs avocats et poursuivre ceux qui ternissent, disons, leur image d'une certaine façon, directe ou indirectement, à bon ou à mauvais escient. Mais je me dis que c'est une lutte. Bon, je suis partisan de l'adage qui dit qu'il n'est de pire bataille que celle que l'on n'engage jamais. Je ne parle pas d'être défaitiste, hein, je n'encourage pas cet état d'esprit. C'est très bien ce combat, je l'appuie personnellement, mais en même temps, je constate qu'en Suisse, cette prise de conscience environnementale est exceptionnelle dans certains pays d'Europe. Si nous prenons le monde dans son entièreté, cet éveil, cette sensibilité à l'égard de l'environnement n'est pas très répandue, véritablement. Voilà. Maintenant, sans vouloir être défaitiste, donc comment mener au mieux ce combat finalement? Et là, je parle essentiellement de, peut-être plus par rapport au coltan, à l'extraction des terres rares et le coltan. Alors, comment voyez-vous ce combat à long terme finalement? Quels moyens finalement se donner? Effectivement, je pense que c'est une question que je me pose parfois quand je me réveille de mauvaise humeur. Et que je me dis que notre travail au sein des ONG est sans fin et qu'on n'y arrivera jamais, etc. Et que j'ai des moments de découragement, je réfléchis comme ça. Parce que j'ai effectivement parfois le sentiment que une entreprise ne va bouger, typiquement l'exemple de Metalor, dont le rapport a été publié lundi, ne va bouger que lorsqu'elle sait qu'on est en train de regarder sa filière or au Burkina Faso. Et là, ah oui, tout d'un coup, nos contrôles internes ont permis d'identifier tel et tel problème et nous avons rompu le contrat avec cette entreprise. Tant qu'il n'y a aucune ONG qui s'occupe de cette entreprise ou de cette filière-là, l'entreprise n'a aucun incentive à changer. Donc on n'a pas autant de ressources, même si ce qui est aussi réjouissant, c'est qu'au sein de Pain pour le prochain, un nouveau poste a été créé, le mien en l'occurrence l'année dernière, pour faire des études sur les négociants en matières premières. Comme vous le savez, tous les traders qui sont basés à Genève, Zug, sont extrêmement, présents dans une quantité de pays et ont pour l'instant encore très peu de systèmes de contrôle, contrairement à d'autres industries qui sont plus sensibilisées, comme l'industrie alimentaire, l'industrie du textile. Donc les négociants, pour l'instant, ils achètent n'importe quoi, n'importe où, pour le revendre au plus offrant. Et donc là, alors par exemple, typiquement, je sais que Suicide a aussi créé un nouveau poste l'année dernière, Pain pour le prochain aussi. Donc on commence aussi à avoir une force de travail plus importante. Si vous pensez à la déclaration de Berne, qui ont 7 personnes qui travaillent que sur ces aspects d'entreprise et de droits humains. Donc on commence à avoir une force de travail de plus en plus intéressante pour faire de plus en plus de rapports, analyser de plus en plus de filières et obtenir des résultats de la part des entreprises. Donc quand je suis un peu moins de mauvaise humeur dans cette journée-là, je me rappelle qu'effectivement il y a de plus en plus d'entreprises, d'ONG qui travaillent là-dessus. Et puis quand après j'ai réussi à éliminer ma mauvaise humeur et que je suis motivé, je commence à travailler justement sur cette initiative pour des multinationales responsables qui permettrait de mettre en place ce cadre des Nations Unies pour la Suisse et qui renverserait en fait complètement les règles du jeu. C'est-à-dire que c'est plus nous qui devons aller prouver qu'il y a tel et tel problème dans tel et tel pays, mais c'est l'entreprise qui doit après démontrer qu'elle a bien pris les bonnes mesures pour éviter que tout problème, pollution, violation de droits humains soit pris. Et là, si on réussit à faire passer un texte pareil, alors là, on a gagné une très grosse bataille. Et c'est une bataille qu'on est en train de livrer en ce moment avec tous ceux qui signent l'initiative populaire fédérale. Ce combat, d'ailleurs, il a aussi lieu en France. La question de la due diligence, elle est débattue. Il y a un décret qui est en train de discuter. Et pareil, on espère que, même si c'est pas très bien engagé en France, il y a eu un peu, d'ailleurs bizarrement, les mêmes revirements en termes de vote récemment sur ce texte.
Mais effectivement, il y a des ONG aussi en France qui se sont emparées du sujet, qui lâchent pas l'affaire. Et voilà, il y a cet enjeu-là de régulation, d'améliorer la régulation de ces multinationales, effectivement, par rapport à leurs activités, celles de leurs sous-traitants, que ce soit pour les matières minérales, mais aussi pour le textile. Nous, en France, c'était beaucoup aussi lié à Rana Plaza il y a 2 ans, sur ce qui s'était passé au Bangladesh à cette époque-là. Après, il y a aussi un enjeu cet enjeu de régulation. On a l'impression plus largement, il est au niveau aussi à l'échelle des filières aussi. Il y a un enjeu à ce que les différentes parties prenantes d'une filière donnée, si on reprend les filières minérales en l'occurrence, puissent être visibles déjà dans un premier temps aux yeux des citoyens, des autorités, des institutions, pour qu'ensuite il puisse y avoir aussi des réflexions quant à la régulation de cet ensemble qu'on appelle filière. C'est-à-dire quand est-ce qu'à un moment donné, les différentes parties prenantes peuvent s'asseoir autour d'une table, que les producteurs de matières premières peuvent aussi avoir droit à la parole, témoigner de ce qu'ils vivent, pour améliorer les termes du débat en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une grosse partie invisible dans cette histoire-là, quoi. On voit encore une fois ces produits-là, on a beaucoup plus de mal à voir ce qu'il y a derrière, toutes les conséquences, toutes les implications que la consommation, l'usage de ces produits entraîne derrière.